Bonjour à tous. Jean-Ralph, c'est un copain, alors il est extrêmement flatteur. Je suis très content d'être à la SRLF, c'est la première fois que je viens. J'entends parler de ce congrès depuis très longtemps. Il fait un peu un froid de canard quand même, hein, mais on va essayer de se réchauffer. Donc je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer pour cette présentation. Bon, très rapidement, le problème des BLSE, donc vous connaissez comme moi ces chiffres de prévalence des résistances des entérobactéries en France, avec des taux maintenant franchement préoccupants à plus de 10% pour les principaux pathogènes, colis et Klebsiella, d'où une consommation des carbapénèmes qui va croissante. Vous avez à droite les chiffres de la PHP avec des consommations qui ont triplé ces dernières années. Et puis des choses assez préoccupantes sur l'évaluation de ces prescriptions d'antibiotiques, avec l'enquête SPACARB qui avait été publiée en 2015 et qui montrait qu'on contrôlait, enfin on déclarait contrôler les prescriptions de carbapénème dans une grande majorité des cas, mais il y avait quand même un certain nombre de problèmes. Quelque chose dont a déjà parlé Jean-François, qui était que 17% des patients recevant un pénème n'avaient pas eu de prélèvement microbiologique préalable. Ça, c'est quand même un gros problème. Qu'on voyait souvent des prescriptions de pénème, un tiers des cas pour des infections communautaires, où leur place est probablement assez discutable. Et puis, quand il y avait une documentation, on retrouvait des BLSE dans 21% des cas, et in vitro, quand même des possibilités d'alternatives dans 2 tiers des cas, mais une désescalade du traitement qui n'était pas optimale. Alors ça pose des problèmes, il y a une grosse discussion, je suis sûr que Jean-Ralph va me titiller là-dessus, sur la corrélation entre carbapénème et émergence de bactéries résistantes au carbapénème, mais il y a quand même des données ici, c'est une étude dans une unité de néphrologie à Londres qui a montré une corrélation entre une épidémie de KPC et les consommations de carbapénème dans l'unité, et avec une résolution de l'épidémie liée à la diminution de la consommation de ces molécules. Donc il y a quand même une corrélation. Et puis pour la réanimation, je pense qu'une bonne corrélation, c'est les Pseudomonas aeruginosa, où là il y a quand même des données qui montrent que dans les unités où les carbapénèmes sont fortement utilisés, il y a un taux de résistance des piocyaniques au carbapénème qui est quand même très important. Les données françaises montrent un taux de résistance de l'ordre de 30% quand même. Alors, ce qu'on aimerait, c'est avoir des facteurs prédictifs et des scores qui permettent un petit peu de s'assurer de savoir qui doit bénéficier ou pas d'un carbapénème. On a plein de scores qui sont publiés dans la littérature. Je vous ai mis ici le dernier score qui est publié par une équipe néerlandaise en 2018. Le problème de ces scores, c'est d'une part qu'ils sont compliqués, avec pas mal d'items, différents selon qu'il s'agit d'une infection communautaire ou d'une infection nosocomiale. Et le gros problème de ces scores, c'est qu'ils ont une très très bonne valeur prédictive négative, autrement dit, ils permettent éventuellement d'éviter de prescrire un carbapénème. Par contre, leur valeur prédictive positive est très mauvaise. D'autre part, ces scores ne prennent pas forcément en compte tous les facteurs de risque. Ici, dans ce papier, par exemple, n'est pas pris du tout la notion de voyage à l'étranger des patients. Alors, vous savez bien comme moi que les patients voyageurs, au retour, ont un taux de risque de colonisation et de portage de BLSE élevé, et éventuellement un risque d'infection secondaire. Donc c'est compliqué, et pour un petit peu accentuer cette complexité, j'ai pris 2 recommandations récentes, celles de gauche qui sont les infections urinaires communautaires, la dernière version de l'ASPIF de 2018, et celle de droite qui concerne les infections intra-abdominales associées aux soins. Et franchement, quand on n'est pas expert, c'est quand même très très compliqué de savoir quelle est la bonne position des carbapénèmes, puisque pour les infections urinaires communautaires, on vous dit que les pénèmes doivent être prescrits uniquement en cas de choc septique et présence d'un des 3 facteurs de risque qui sont listés ici. Par contre, si vous regardez la recommandation infection intra-abdominale, c'est franchement totalement incompréhensible, puisqu'on prescrit un pénème si le patient a au moins 2 facteurs de risque, mais les facteurs de risque que vous voyez ici sont extrêmement compliqués à relever. Donc c'est compliqué, et probablement qu'effectivement on peut avoir une aide de la microbiologie, donc Jean-François en a parlé un petit peu. J'ai pris cet exemple, ce sont les hémocultures positives à entérobactéries. Vous savez maintenant qu'on a la possibilité avec le laboratoire d'avoir, lors d'une hémoculture positive, une identification rapide par un MALDI test qui va vous donner le nom de la bactérie en 3 heures, et puis un test colorimétrique extrêmement simple qui s'appelle le bêta-lacta test, qui est vraiment très simple à utiliser, et qui vous permet de savoir si votre bactérie est sensible ou résistante aux céphalosporines de 3e génération. Alors, beaucoup d'hôpitaux utilisent ces tests. À titre d'exemple, un travail qui a été fait à l'hôpital Foch, donc une étude avant-après, où nous avons comparé chez les patients bactériémiques avec des entérobactéries l'intérêt de ce test dans une étude de type avant-après, donc 40 patients dans chaque groupe. Alors, je pense qu'on a été un peu flemmard, on aurait dû inclure un peu plus de patients pour avoir des données plus significatives. Mais clairement, ces tests nous permettent
évidemment ce qui était attendu d'avoir une identification plus rapide, mais vous voyez également aussi une meilleure qualité de l'antibiothérapie chez les patients et possiblement un impact sur leur évolution clinique. Donc ces tests à mon avis, sont extrêmement importants. Et je me souviens qu'il y a quelques mois, on avait fait un séminaire, on avait demandé aux participants qui utilisaient ces tests, et à l'heure actuelle, c'était extrêmement minoritaire. Alors, pour parler des alternatives au PNM pour les BLSE, donc vous avez listé ici les différentes molécules possibles. Alors, en 10 minutes, je n'ai pas le temps de parler de toutes les molécules, donc je centrerai sur pénicilline inhibiteur, quelques mots sur thémocyline et céfoxytine, et puis bien obligé de parler des nouvelles molécules, donc des céphalosporines avec inhibiteurs, les 2 dernières molécules sorties. Alors, jusqu'à présent, on avait des preuves scientifiques de l'intérêt des alternatives qui étaient extrêmement limitées, et finalement, on était toujours avec les mêmes présentations, c'est-à-dire des revues et des méta-analyses, puisqu'il n'y en avait à l'heure actuelle pas d'études randomisées contrôlées qui permettent d'avoir des certitudes. Ici, la dernière méta-analyse qui était sortie dans le JACC, donc qui compare chez les patients bactériémiques avec des BLSE, carbapénem versus alternative, ici c'est principalement piperacilline tazobactam, donc 15 études, et vous voyez ici, pas de différence significative, que ce soit en traitement probabiliste ou en traitement documenté, avec un taux de mortalité relativement comparable de 18%. Alors il faut rester 2 secondes sur ce taux de mortalité-là, puisque l'étude dont je vais parler après, qui est l'essai Merino, a un petit peu enfoncé, a fait poser pas mal de questions, et il va falloir qu'on s'attarde dessus. Donc ces méta-analyses ne montraient pas de différence de mortalité et laissaient donc penser qu'il était possible d'utiliser chez des patients ciblés des alternatives. Et puis l'essai Merino est arrivé, donc vous avez sûrement vu les résultats de cette étude qui est sortie en octobre 2018 dans le JAMA. Donc l'essai Merino, c'est la seule étude prospective randomisée publiée actuelle qui compare chez les patients bactériémiques avec des entérobactéries résistantes au C3G, un traitement de référence par un carbapénem, ici le méropénem, et une alternative, et ici c'est la piperacilline tazobactam, donc traitement débuté dans les 3 jours suivant le rendu de l'hémoculture, avec 2 groupes de patients et un critère de jugement principal très dur qui est la mortalité globale à J30. Donc l'essai est sorti et la conclusion de cet essai, c'est que l'étude ne démontre pas de non-infériorité de piperatazo versus méropénem chez ces patients, le taux de mortalité pour piperatazo étant de 12%, donc finalement assez comparable à ce qu'on voyait dans les méta-analyses, alors que le taux de mortalité dans le bras méropénem est bien plus faible, 3,7%. Ça, c'est le critère de jugement principal. Donc une étude qui suggère que la piperacilline tazobactam serait inférieure au méropénem pour les bactériémies. Par contre, si l'on regarde un critère secondaire qui est le taux de succès clinique et microbiologique à J4, donc c'est l'évolution clinique favorable et la négativation des hémocultures, pas de différence. Donc une étude qui a posé vraiment beaucoup de questions quand elle est sortie, à tel point que l'éditorial qui accompagne le papier laisse penser qu'il n'est plus question de réfléchir à l'utilisation de la piperatazo comme alternative au méropénem et qu'il faut arrêter de se poser des questions. Alors, est-ce que c'est aussi clair que ça? Pas sûr, sans être mauvais joueur. Il faut regarder le papier en détail. Il y a pas mal de questions quand même. Et la première question qui doit être posée quand même, c'est le critère de jugement qui est la mortalité globale. Si vous allez piocher les détails des causes de décès des patients dans le supplément matériel, qu'il faut avoir le courage d'aborder, on est un peu étonné quand même, puisque la grande majorité des patients décédés sous tazocilline meurent d'autre chose que l'infection. Évolution d'un cancer, évolution d'une comorbidité importante, etc. Et finalement, il y a très peu de patients décédés de leur infection. Donc ça, c'est quand même un problème. Il y a aussi des petites choses qu'on peut discuter. Probablement, dans le groupe méropénem, des patients qui ont des meilleurs pronostics, puisqu'il y a plus d'infections urinaires. Un effet centre avec des taux de mortalité dans 3 centres qui sont bien supérieurs aux autres centres. Un petit problème sur la sensibilité des souches et la tazocilline, puisque c'était déterminé par un E-test. Or, le CAST a émis un warning disant que ces recherches de sensibilité par E-test manquaient de fiabilité. Et puis, peut-être aussi une utilisation non optimale de la piperatazo, puisqu'elle était utilisée à forte dose, mais pas en perfusion continue. Donc, pas sûr que l'essai Merino ait répondu à toutes les questions et pas sûr qu'il faille laisser tomber complètement l'idée de développer des alternatives avec des inhibiteurs de pénicilline. Alors, les autres molécules, je vais aller assez vite. On a à l'heure actuelle des candidates, malheureusement pas beaucoup de données cliniques.
La thémocyline, qui est une molécule en France qu'on utilise volontiers maintenant, on a malheureusement peu de données, on a surtout des données britanniques, non comparatives, qui laissent penser que cette molécule peut avoir une efficacité clinique importante. Vous voyez 80% de guérison chez des patients ayant des infections diverses à BLSE. Ce qui est sûr pour la thémocyline, c'est que notamment en réanimation, si on décide de l'utiliser, il faut des fortes doses, et des perfusions continues, si on veut répondre aux critères PKPD d'efficacité. Pour la céfoxytine, c'est une molécule, je pense que les réanimateurs utilisent assez peu, mais qu'on positionne pour les infections urinaires à Escherichia coli BLSE. Là aussi, pas d'études randomisées, néanmoins, une étude française, comparant céfoxytine et imipenem, donc non randomisée, avec un faible collectif de patients, il faut le reconnaître, mais un taux de succès avec la céfoxytine relativement important, comparable au traitement par imipenem. Alors, les nouvelles molécules ont-elles un intérêt in vitro? Très probablement, puisque si l'on regarde l'activité in vitro de ceftazidime avibactam sur les entérobactéries résistantes au C3G, elle est extrêmement importante. Le problème est que cette molécule est probablement une molécule de réserve à garder pour d'autres infections à bactéries plus résistantes comme les KPC, puisqu'on a un certain nombre de données dans la littérature qui montrent que ceftazidime a un intérêt majeur pour traiter les infections à KPC. Donc le problème, c'est que si cette molécule est largement utilisée comme alternative au BLSE au PNM pour les BLSE, on risque de trop l'utiliser, d'avoir des échecs et probablement des bactéries résistantes, comme certains papiers l'ont déjà montré. C'est probablement la même conclusion pour ceftoloxane tazobactam. Là aussi, in vitro, une bonne activité de la molécule, peu de données cliniques quand même, puisque si l'on poule les résultats des études qui ont donné l'AMM de la molécule, vous avez finalement assez peu de patients traités pour des infections à BLSE. Je pense que, et je ne suis pas le seul, l'intérêt de cette molécule, c'est probablement son spectre sur Pseudomonas aeruginosa et les souches résistantes aux autres bêta-lactamines. Et là aussi, une surutilisation de cette molécule risque de poser des problèmes et qu'il est peut-être nécessaire de la réserver plutôt aux infections apiocéniques résistantes. Voilà, alors un des gros problèmes, c'est sur le plan écologique de savoir finalement si on peut proposer des classifications croissante d'antibiotiques avec des risques écologiques de plus en plus élevés. Donc à titre d'exemple, cette classification qui pourrait être proposée, le problème c'est qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas très bien de quoi on parle. Et j'ai extrait cette revue qui est faite par des auteurs français, qui est sortie l'année dernière, et qui mentionne bien que l'impact écologique des molécules est finalement assez mal connu, qu'on a des données qui viennent principalement des modèles animaux ou des cohortes de patients qui sont plutôt des volontaires sains, et que finalement, il est très difficile d'en tirer des évidences fermes. Donc, qu'est-ce qu'est une molécule à spectre écologique élevé ou faible? C'est assez compliqué de répondre à la question et ça mérite d'être débattu. Voilà, alors un dernier argument, c'est peut-être un peu tiré dans les coins, mais néanmoins, on peut quand même le rappeler, c'est le coût des médicaments. Les nouvelles molécules ont quand même un coût de traitement journalier qui avoisine 180 €, donc c'est peut-être quand même un élément qui mérite d'être mis dans la réflexion. Alors, pour finir, il n'y a pas que les infections à BLSE qui sont liées au mésusage des PNM ou au bon usage. Ici, des données extraites de l'hôpital où je travaille. En fait, on regarde les prescriptions de carbapénem dans l'hôpital. Et vous voyez que, en tout cas pour la réanimation de l'hôpital Foch, un tiers des prescriptions viennent de la réanimation. Mais si on regarde la documentation, c'est très minoritairement pour des infections documentées à BLSE. Bien plus pour des infections apiocéniques ou des suspicions d'infection à BLSE. Donc c'est peut-être là-dessus qu'il faut en fait travailler principalement. Et j'ai beaucoup, moi, personnellement aimé ce travail de l'équipe de François Barbier à Orléans, qui porte sur le dépistage des BLSE en réanimation et ses conséquences. Vous avez sûrement, comme moi, des appels ou des demandes sur des patients porteurs de BLSE et sur est-ce qu'il faut prescrire un carbapénem chez ces patients? Et dans ce travail qui était quand même très intéressant, un travail avant-après, on arrête de dépister les BLSE en réanimation et on regarde ce qui se passe. Pas d'impact clinique pour les patients, pas de changement de mortalité ni de durée de séjour en réanimation. Et par contre, un impact extrêmement important sur la réduction des consommations de carbapénem dans l'unité. Alors, mon message, c'est pas de dire qu'il faut arrêter de dépister, parce que ça, c'est pas mon domaine, mais peut-être qu'il faut se poser des questions là-dessus. Voilà, pour finir,
Si vous avez le temps cet après-midi, Anne-Gaëlle Silarbi vous présente à 14 h et quelques, je ne sais plus, un travail fait dans 2 réanimations parisiennes, Hôpital Foch et Hôpital Cochin, où on a comparé des patients qui sont tous traités par carbapénem et qui soit ont un traitement maintenu par carbapénem, soit un traitement par une alternative, pour voir un petit peu qu'est-ce qui sortait en termes d'évolution clinique. On n'a pas observé de différence sur la survie sans récidive de l'infection à J60. Et on a notamment vu sur notre critère de jugement clinique que l'utilisation d'un relais n'est pas associée à une moins bonne évolution clinique et que finalement ce qui l'emporte, c'est le terrain du patient, notamment l'immunosuppression ou la chimiothérapie. Voilà. En conclusion, il y a un travail en cours avec la HAS où la SPILF et la SRLF sont impliqués, que je coordonne avec mon collègue Kévan Razazi, qui est réanimateur à l'hôpital Henri Mondor. Un travail où on va essayer de mieux préciser la place des carbapénem et des alternatives pour le traitement des infections à entérobactéries et à Pseudomonas aeruginosa. Et on a bon espoir que ce travail voit le jour d'ici le mois de juin de cette année. Voilà, en conclusion, malheureusement, peu de données cliniques dans les infections graves pour les alternatives. 2 situations, une fréquente et simple à mon avis, qui sont les infections urinaires. C'est quand même une grande part des prescriptions de carbapénem, où là je pense qu'il faut absolument essayer de désescalader les traitements. Et puis des situations plus complexes, quand il y a un gros inoculum, les pneumopathies de réanimation, l'immunodépression, où là c'est compliqué, ça nécessite une discussion cas par cas, une discussion avec le microbiologiste. Mais je pense qu'il faut quand même continuer à essayer de se dire qu'il faut réserver les carbapénem dans les situations des patients graves ou quand vraiment on n'a aucune autre solution. Je vous remercie.